Je m'appelle Laurent Picciotto et j'ai ouvert Chronopassion il y a maintenant 25 ans sur la base à l'époque de dire, à une époque où ça ne se faisait pas, ouvrir une boutique uniquement avec des montres et sans avoir de critères à cette époque je dirais que le commercial était presque secondaire, c'est-à-dire faire le choix de ce que je considère être comme l'excellence, donc très subjectif, mais en disant je fais la boutique de montres dont j'aurais rêvé dans l'absolu. Ce qui a changé, c'est le marché, d'abord, puisqu'à l'époque où j'ai ouvert en 88, le marché n'existait pas ou peu. Il y avait un petit noyau dur de personnes qui s'intéressaient à ce sujet. Il y avait bien entendu beaucoup moins de marques que l'explosion à laquelle on a assisté par la suite. Et donc c'était un marché relatif qui était tenu d'ailleurs, en tout cas pour le retail, par les horlogers bijoutiers ou horlogers joailliers, mais qui pour la plupart avaient la vocation de vendre des pierres et qui faisaient, parce que c'était dans les usages, également des montres, mais pour, je dirais, 15 ou 20% de leur activité et sans avoir forcément une véritable vocation. Bon. C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, ces mêmes acteurs sont devenus 90 à 100% horlogers, avec parfois quelques difficultés d'adaptation, parce que c'est un peu comme si demain je devais vendre des bijoux, c'est quand même un autre métier malgré tout. Donc ce qui a changé, c'est le marché, puisque à la moitié des années 90, on peut considérer que la finance est rentrée sur le sujet. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces horlogers qui dans leur montagne, fabriquent des montres à des prix stratosphériques? Ça a intéressé évidemment des acteurs au premier plan qui étaient déjà dans le métier, donc des groupes horlogers, et qui ont racheté la plupart des maisons avec des histoires anciennes, de la tradition, un outil de production. Et on a assisté donc à un redéploiement, après la crise du quartz qui avait eu lieu dans les années 70, un redéploiement qu'on n'a jamais vu en fait auparavant. Donc ça a été pendant toutes ces années une course aussi de motivation entre les maisons pour faire plus technique, plus compliqué, trouver les meilleurs horlogers, avoir les meilleures qualités de fabrication, inventer, toujours dans une source commune à tous ces acteurs, c'est-à-dire étonner l'amateur, confirmé ou pas, sur un sujet qui est effectivement fascinant. Donc il y a eu un sacré remue-ménage dans ce métier, plutôt positif, avec des excès comme toujours, dans tous les sens. Mais ça a fait émerger finalement une compétition plutôt bénéfique pour les amateurs et les collectionneurs qui savent plus trop où donner de la tête pendant toutes ces années, tellement la surenchère est radicale. Alors, il y a aussi quand même eu des excès opportunistes qui se sont corrigés, je dirais, depuis les années 2008 maintenant, puisque tout le monde voulait faire des montres, donc il y avait aussi à boire, à manger. Un peu compliqué d'ailleurs dans la confusion globale pour quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet et qui veut essayer d'y comprendre quelque chose, de s'y retrouver. D'abord, la taille des montres, elle a augmenté. Il faut savoir que, grosso modo, jusque dans les années 60, une montre classique, elle fait 37, 38 mm de diamètre. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir du 44, du 47, du 48 mm, voire plus. À mon sens, une des raisons qui a été dans cette direction, c'est principalement qu'il y a eu, dans les années 2000, un vrai bouillonnement sur ce qu'on appelle génériquement les pièces compliquées. Une pièce compliquée, c'est qu'une pièce, on parle bien entendu principalement de mouvements mécaniques manuels ou de mécanique automatique. On met de côté les pièces à quartz. Cet environnement de pièces compliquées, il nécessite plus de place tout simplement pour
obtenir une multitude de fonctions complexes. Une pièce traditionnelle qui indique l'heure et les minutes, quelle que soit sa facture, va nécessiter, on va dire en moyenne, entre 110 et 140 composants. Il y a des pièces compliquées qui peuvent nécessiter 300, 400, 600, 800 pièces dans le mouvement. Donc de fait, à un moment, j'ai besoin d'espace et de place. Design, en tout cas une évolution dans les dessins, certainement. On est sorti je dirais du côté classique exacerbé pour aller jusqu'à éventuellement à certains moments pas tout à fait loin d'être ou en tout cas à la périphérie de l'art contemporain. Des acteurs qui n'étaient pas horlogers il y a quelques années, d'une certaine façon, le sont devenus. C'est-à-dire on sait que ce soit des gens comme Vuitton, que ce soit des gens comme Chanel, que quand ils abordent un sujet, ils le font très sérieusement. Même Hermès est devenu aujourd'hui un horloger de grande compétence. Et avec des idées, avec son style corporate, sans chercher à être opportuniste. Donc, bien entendu, la connotation horlogère qu'on peut avoir par rapport à des maisons où je vais comparer, si je compare Breguet à une montre Vuitton, c'est un peu compliqué. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je crois, en tout cas mon conseil, c'est plutôt d'être conscient des différents segments. J'ai fait un papier que je vous invite à lire sur notre site qui justement essaye de débrouiller les pas de quelqu'un dans cet univers et comment percer à jour la confusion horlogère. Mais je crois qu'il faut surtout, au départ, se laisser guider, mais ça c'est un peu ma façon de voir les choses en règle générale, se laisser guider par rapport à sa façon d'être. C'est-à-dire que les dictates qui consistent à dire ok, il ne faut pas acheter ça ou il faut acheter ça, j'ai envie de dire que c'est plus intéressant de faire son propre parcours initiatique soi-même. Parce que un tel va avoir telle position, je vais avoir une autre. Si on met un grand nombre d'acteurs de l'industrie horlogère, que ce soit des collectionneurs, des fabricants, des revendeurs, des designers, etc., dans une pièce, on ne les mettra pas d'accord. On a des collectionneurs de haut vol, des collectionneurs qui peuvent avoir les 1500 pièces les plus furieuses qu'on ait pu voir sur le marché ces dernières années, qui n'auront peut-être pas une des marques dont on parle, mais qui considèrent, et encore c'est pas sûr, mais qui considèrent que ces marques-là sont devenues des horlogers à part entière. Ils ont fait des pièces compliquées, ils ont surtout trouvé leur style, que ce soit sur un segment ou sur un autre. On a vu, d'ailleurs ça faisait sourire les Suisses à l'époque, mais aujourd'hui les Suisses rigolent plus du tout quand on parle de Chanel, parce que les parts de marché qu'ils ont prises sur le marché de la montre de femme, ils sont indiscutables. Ils ont été, même si IVC avait travaillé en son temps sur le sujet, ils ont été un des acteurs sur la céramique. Donc, je veux dire, ils ont une responsabilité presque dans toute la corporation par rapport à ça. Donc, je crois qu'il faut laisser se guider par ses choix. Et comme dans toute passion, que ce soit les guitares électriques, les motos, les chaussures, etc., on fait son parcours initiatique. On est revenu au mouvement traditionnel, avec ses imperfections de précision par rapport au quartz, mais avec des vraies valeurs. Et je pense que c'est un des rares sujets, il y en a peut-être d'autres, mais c'est un des rares sujets où on est revenu à ça pour des histoires presque de philosophie. Quand à un moment donné, j'ai le même module qui équipe mon four, ma télé ou ma montre au poignet, c'est quand même pas tout à fait la même chose que quand même le plus rudimentaire des mouvements mécaniques va nécessiter une intervention d'un artisan au niveau de capacité de faire cette montre.
et que j'entends effectivement le tic-tac de ma montre parce que l'échappement va faire ce bruit, c'est pas tout à fait la même chose alors même si on n'est pas dans un module totalement électronique, puisque sur une montre à quartz, il y a bien souvent des rouages aussi en dehors de la source d'énergie et la fréquence qui donne ce pas de précision, mais c'est pas la même chose. Bon. Donc le quartz, ses avantages, c'est la précision. Si je reviens à la notion, non pas d'investissement, mais de conserver une part non négligeable de la valeur de l'objet qu'on achète, le quartz n'a pas une valeur intrinsèque réelle sur le marché de la seconde main ou des montres anciennes, sauf cas bien particulier pour le design de telles ou telles années. Donc j'ai pas remonté ma montre et j'ai une montre précise. Ok. Côté j'ai une montre mécanique manuelle, c'est-à-dire je la remonte tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, après ça dépend de la réserve de marche, comme on l'appelle, de tel ou tel mouvement, et je vais remonter le ressort de barillet qui va donner l'énergie pour 24 heures, 36 heures, 48 heures, voire certaines pièces qui peuvent faire X semaines d'autonomie. Bon. Donc là, je la remonte, c'est-à-dire je suis dans la montre de tradition qu'on a connue effectivement entre les années 20 jusqu'aux années 50 de façon classique, ou 60, avant que le quartz arrive. Bon. La montre automatique, toujours un mouvement totalement mécanique, si ce n'est que j'ai en règle générale un rotor, une masse, qui circule et qui remonte elle-même. Donc qui profite de chacun de mes mouvements, puisque toute la journée je vais bouger, en règle générale, et je vais remonter simplement par mes mouvements le ressort de barillet de mon mouvement. Ce qui veut dire que d'un côté, je la remonte manuellement parce que j'ai pas d'autre choix, et de l'autre côté, la montre automatique, finalement, m'absout de la remonter parce que ce sont mes mouvements qui remplacent le geste de remontage manuel. Je ne veux pas jouer au golf avec ma montre, je ne veux pas jouer au tennis avec ma montre, alors même si Nadal joue avec une Richard Mille, mais il joue avec le bras qui ne tient pas la raquette, et déjà c'est violent, mais bon, là c'est de la performance. Donc oui, avec une Nadal, je peux m'amuser à faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que, et on y viendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, un mouvement d'horlogerie, ça reste une pièce délicate. Il y a des pièces qui sont plus sportives que d'autres. Globalement, dans la vie normale, on peut tout faire, mais il y a quelques warnings à avoir. Je ne fais pas un hammam avec ma montre, même si elle est étanche. Je ne joue pas au tennis, je ne casse pas des cailloux avec une masse, enfin des choses mais qui semblent tellement logiques ou élémentaires que, bon, mais parfois il faut le souligner. C'est un échappement tourbillon. Pour les novices, le tourbillon, c'est une pièce compliquée en termes de moteur, on va dire, pour faire simple, le tourbillon a été inventé par Breguet il y a bien longtemps, à une époque où la course sur la précision était majeure, parce que là on parle de l'époque où, notamment dans la marine, on avait besoin pour faire des calculs de cap d'avoir des horloges de référence. L'idée du tourbillon, donc, c'est d'avoir en fait sur une montre classique, on a dans l'échappement un balancier qui a des alternances, qui peuvent être de différentes fréquences. Et grosso modo, comme ma montre tout au long de la journée va être dans des positions différentes, et que l'attraction terrestre existe, si j'ai une oscillation de plus ou de moins toutes les heures, je vais avoir un écart de marche. L'échappement tourbillon, c'est que ce balancier qui a ces oscillations, il va également tourner sur lui-même parce qu'il va être emprisonné dans une cage, le plus souvent qui va tourner en 1 minute, et qui donc va réduire ses problèmes de gravité. Donc, on va avoir quelque chose de plus précis. C'était majeur il y a 100 ans. Aujourd'hui, c'est pour la beauté du geste. Alors, là où ça devient complexe, c'est que aujourd'hui, bien des maisons proposent des tourbillons, alors qu'il y a encore 20 ans, il y en avait un tout petit nombre. Mais parce que la mode de cette collectionnite, ou en tout cas la communication sur ces pièces-là, a été
pléthorique, que commercialement beaucoup de gens ont dit bah, nous aussi on est capable de faire un tourbillon. Mais là encore, on va trouver des tourbillons à quelques milliers d'euros, fabriqués en Chine. On va en trouver fabriqués en Suisse à quelques dizaines de milliers. Et puis on va trouver l'ultime, qui va être souvent à plus de 100 000, voire à plus de 300 000. Mais là encore, le parcours initiatique de chacun nous fait comprendre à un moment donné qu'au même titre que des voitures de course, il y a voitures de course et voitures de course. Il y a des tourbillons qui vont effectivement jusqu'à remplir le rôle de leur configuration, et d'autres, pas toujours. On est tous bombardés. Je veux dire, une marque, c'est une vision. Et on a chacun des visions différentes des maisons. Donc, ce qui va être pour Intel la marque la plus ultime, parce que j'ai vécu toute ma vie en ayant un autre type de message, va être la pire des marques pour quelqu'un d'autre. Bon. Donc je pense qu'il ne faut pas raisonner marque, je pense qu'il faut raisonner esthétique, d'abord, parce qu'une montre, ça s'essaye, il faut voir. Et la montre, c'est pas tout à fait un jean, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle représente ma personnalité. Mais aujourd'hui, le marché est suffisamment vaste pour trouver à tous les prix des montres intéressantes. Et les dernières expériences qu'on a vues avec Seven Friday, par exemple, sont intéressantes, même si ce sont des mouvements japonais. Mais quelque part, avoir une montre d'un design fort pour 1000 francs suisses, super, formidable. Seiko est une marque ultime. Si je vais, et il y a des collectionneurs de Seiko. Moi, la première montre, c'était une Seiko, évidemment. Que le gars soit étudiant, qu'il soit jeune cadre dynamique, ou qu'il soit le super grand Manitou de la plus grosse boîte du monde, il faut d'abord que ça l'intéresse. Si ça l'intéresse, il va fouiller, il va chercher, il va comprendre, il va faire les différences. Il va faire sa propre analyse au même titre que quand il achète une voiture. Quand il achète une voiture, il ne se pose pas la question de « moi, jeune cadre, qu'est-ce que je dois acheter comme voiture ?» Il va vers les choses qui l'intéressent, pour la performance, mais aussi pour le look et aussi pour ce que ça véhicule. Donc on va avoir la même chose. On a des cadres qui sont branchés monomaniaques de telle marque, que d'autres vont trouver épouvantable en disant cette marque c'est vraiment la vulgarité à son sommet, c'est du luxe industriel, du luxe de masse, voire du luxe populaire, ce que je vais partager parfois comme idée. Et puis d'autres vont dire ah non mais moi je préfère acheter le truc justement d'un fabricant qui est pas connu parce que on est des insiders, nous on connaît cette mouvance et c'est intéressant, etc. Les deux sont respectables. Après, on sera toujours le blaireau de quelqu'un jusqu'à un certain point. Mais je pense qu'il faut aller dans ces choix profonds, de dire, quitte à se perdre, quitte à se tromper, c'est pas grave. Maintenant qu'il vienne nous voir, le jeune cadre, l'étudiant aussi d'ailleurs, on lui donnera pas la vérité, parce qu'on la détient pas, mais on lui donnera notre sentiment sur le sujet. Qu'est-ce qui nous semble à nous, alors là de façon peut-être plus factuelle, qu'est-ce qui est intéressant et pourquoi? Mais je pense qu'il faut quand même faire ces expériences, voir ces errances, pour à un moment donné se dire « Ah ouais, tiens, j'ai découvert que je mets la tête un peu plus loin, il y a d'autres amplitudes, il y a d'autres choses. » Et ça, c'est vrai dans tous les sujets. Je veux dire, moi, j'ai des clients qui portent... Alors après, c'est l'histoire de code. Vous avez écrit... ça s'appelle comment déjà? L'homme stylé, même mal rasé. Ok. On n'imagine pas... Il y a 30 ans, le mec qui vient avec une barbe de 3 jours dans un cabinet d'avocat. Donc les choses... Aujourd'hui, les choses sont ouvertes. Si le gars il a envie de mettre une panéraille avec son costume, il y a zéro problème entre nous. Bon. Si je suis dans une image d'Épinal avec des codes, bien sûr, je vais privilégier une Breguet, une H. Moser, pourquoi pas, il y a beaucoup de gens qui portent des Richard, enfin beaucoup. Il y a au moins 3000 personnes par an qui achètent des Richard 1000, et il y en a beaucoup qui les portent avec un costume.
il n'y a pas de souci, même si c'est une montre plutôt dite sport. Mais qu'est-ce que ça veut dire sport? Je pense d'un côté à Breguet, qui est le classicisme séculaire, le cadran en argent guilloché, la boîte cannelée, les aiguilles pommes, etc., qui sont des codes très forts qui existent depuis le tout début de l'histoire Breguet et qui sont vraiment perpétués parce que l'histoire est d'une part très importante chez Breguet, mais on le ressent au travers de ses pièces, et qui en fait une pièce malgré tout très contemporaine. Donc ça c'est dans les pièces classiques. H. Moser, qui est une vieille maison, mais qui ne renaît que depuis une petite dizaine d'années, est capable de faire aussi des pièces classiques, avec ce côté un peu second degré dont on parlait. Nous on s'amuse beaucoup avec eux à faire des pièces uniques avec des cadrans particuliers, puisque ce sont des gens qui fabriquent des cadrans dits fumés. Donc on n'est pas sur une seule tonalité, c'est une tonalité nuagée. Et bon, ça ce sont des pièces qui se prêtent bien effectivement à avoir un certain éclat, tout en étant discret, en restant des pièces traditionnelles mais très contemporaines aussi. Donc ça ce sont des pièces qui sont, pour rebondir sur la question précédente sur le costume, les situations, etc., qui vont bien dans cet univers-là. Que les fabricants qui n'arrêtent pas de nous étonner continuent, mais je suis assez confiant, parce que c'est vraiment leur quête, et que ça amuse toujours les amateurs, mais là aussi je vois pas pourquoi ils se calmeraient d'un coup. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.